après-midi, on va passer sur des choses plus pratiques avec des personnes qui travaillent la donnée au quotidien. Je pense que c'est le terme on peut employer. Et en commençant par un vrai retour d'expérience par Jean-Bernard Fabre, qui est le dirigeant d'une entreprise qui va vous présenter mieux que ce que je pourrais le faire, qui s'appelle Human Fab, qui est implantée à Aix-en-Provence et à Paris. Et je vais te laisser présenter ton activité et expliquer à quel point à la fois les données sont importantes et en même temps, tout simplement, qu'elles sont le cœur de ton activité. Donc je te passe tout de suite la parole pour nous expliquer tout cela. Merci. En préambule, je voudrais te remercier de m'avoir invité à parler de mon activité devant vous tous aujourd'hui. Ravi d'être à cette table avec des intervenants de prestige. Donc, comme tu l'as si bien dit, je m'appelle Jean-Bernard Fabre de formation. Je suis docteur en sciences du mouvement humain, donc plutôt un cursus universitaire. Avec malgré tout une petite particularité, c'est que j'ai eu une espèce de double vie. Non pas que je sois schizophrène, mais presque, puisque j'étais joueur de tennis d'un niveau relativement correct, qui m'a conduit à être aussi entraîneur de joueurs plutôt connus, puisque j'ai eu des joueurs qui étaient quand même jusqu'à la 11e place mondiale, donc ça m'a amené à faire le tour du monde avec eux. Vous êtes en train de me dire quel est le rapport entre le tennis, le docteur d'analyse du mouvement humain. C'est la création d'une boîte, en fait, qui a découlé de cette particularité, puisque dans le monde de la recherche, quand j'étais à l'université, j'étais un peu un ovni quand même, parce que j'aime bien vulgariser les choses. Alors maintenant, avec les réseaux sociaux, ça se fait beaucoup, mais à l'époque, quand j'ai fait mon doctorat, c'était pas si bien vu que ça, en fait, la vulgarisation. On était plutôt dans un champ scientifique où il faut parler comme un scientifique, avec des scientifiques, avec des mots assez compliqués. Moi, ça me déplaisait un petit peu quand j'étais hors du contexte universitaire, parce que j'avais des athlètes de haut niveau dont je m'occupais. Et je me disais, c'est quand même dommage de ne pas pouvoir utiliser le savoir scientifique pour améliorer leur stratégie d'entraînement au quotidien. Et puis quand j'étais dans l'autre domaine, que je me retrouvais avec mes confrères sur le circuit professionnel, ils me prenaient pour un jobard parce que je poussais, je pense, l'analyse un petit peu plus profonde que à essayer de comprendre le pourquoi du comment, et notamment l'incidence du matériel sur la performance attendue par mon joueur de tennis, mais aussi sur le schéma physiologique humain, puisque c'était ça mon modèle d'étude à l'université. Et donc, fort de cette particularité-là, au lieu de me dire je suis un vilain petit canard, je me suis dit peut-être que je vais en faire quelque chose qui est un petit peu unique, et ce qu'on me reproche va peut-être être une force. Et donc ça m'a conduit à créer une entreprise qui s'appelait à l'époque ESP Consulting et qui vient d'être transformée en Human Fab. Vous comprendrez pourquoi très rapidement. Et donc on me demande souvent, mais qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites chez Human Fab? C'est assez particulier, puisque si vous venez chez nous au quotidien, vous allez croiser, en ce moment, on a un international de football qui est chez nous, en même temps que le champion du monde de moto. Vous allez croiser peut-être un Fernando Alonso, vous allez croiser à côté de ça le PDG d'une des boîtes au CAC 40 avec lequel on travaille. Et au milieu de tout ça, vous allez avoir des gens qui ont des problématiques de santé qui se baladent et qui sont en train de faire de la rééducation. Et donc, vu comme ça, on se dit, mais il n'y a rien du tout qui lie l'ensemble de ces secteurs d'activité. Sauf qu'il y a une chose qui les regroupe, c'est l'homme. Et notre modèle d'étude, c'est l'homme. Donc moi, j'ai créé une boîte, en fait, où notre spécialité, c'est de mesurer des choses sur l'homme. Quand l'homme interagit avec son quotidien, au travers de 3 grands champs d'évaluation, qui sont la physiologie de l'exercice. Donc la physiologie, c'est l'ensemble des mécanismes qui régissent le fonctionnement du corps humain. La biomécanique, c'est l'étude du mouvement, donc c'est la technique. Si par exemple on se met dans le domaine du sport, c'est la façon dont un joueur de tennis va swinger sa raquette, un joueur de foot va frapper son coup franc, ou bien quelqu'un qui est dans l'industrie va par exemple visser un boulon, donc il y a un geste technique, nous ça on l'étudie. Et puis le 3e champ d'analyse, c'est les neurosciences, où on est très spécialisé sur l'ensemble des cycles perception-action, c'est-à-dire quand on a une action à produire, d'abord on la voit, est-ce qu'on la voit bien déjà, ensuite une fois qu'on l'a bien vue, est-ce qu'on l'analyse bien, et puis si on la voit bien et qu'on l'analyse bien, est-ce qu'on y répond bien et rapidement. Donc tout ça, ça nous aide à comprendre un petit peu tout ce qui se passe dans la boîte noire qui est notre tête, et faire le lien avec la physiologie et la biomécanique.
Donc en gros, on a un laboratoire. Ce laboratoire nous permet d'évaluer ce qui se passe dans l'homme. Et puis après, on a 3 grands champs d'exercice. Le sport, où par exemple, eh bien, vous pouvez être un athlète professionnel ou un athlète amateur. Il y a par exemple quelqu'un qui joue au golf, quelqu'un qui joue au tennis et un autre qui fait du taekwondo. Ça paraît juste évident de dire qu'ils n'ont pas les mêmes besoins pour s'entraîner. Sauf que jusqu'alors, l'ensemble des critères d'études, on passe par une clinique du sport et on étudie toujours les mêmes paramètres. Et donc la question qu'on s'était posée à l'époque, c'était de se dire, l'endurance par exemple, c'est un facteur qui touche tous les sports. Mais quel est le poids de ce facteur au regard des autres, par exemple de la rapidité d'exécution, la résistance, le temps de réaction. Donc on a passé beaucoup de temps à faire de la recherche pour identifier quels sont les facteurs de performance en fonction des sports. Une fois qu'on a identifié les facteurs de performance, on a mis quelle est la pondération de ces facteurs-là et comment les mesurer pour que ça soit reproductible. Donc c'est ce qu'on fait dans notre laboratoire. On a des athlètes du monde entier qui viennent chez nous et aussi des sportifs amateurs qui peuvent avoir accès à ça. Une fois qu'on a fait cette étude complète, on peut accompagner les gens dans la structuration de leur entraînement de façon individuelle. Par exemple, il est fort possible que dans la salle, il y ait des gens qui fassent de la course à pied. Je ne me mouille pas trop parce que c'est quand même le sport en pleine croissance et à peu près tout le monde fait de la course à pied. La question qui peut se poser, quel que soit mon âge et quel que soit mon niveau, c'est de dire, on a peu de temps, on est tous des athlètes du quotidien, on a soit nos études, soit nos métiers, soit la vie de famille, soit les trois. Et du coup, comment je peux optimiser mon temps d'entraînement pour arriver à performer, à aller boucler mon 10 bornes, mon semi ou mon marathon? Nous, on répond à cette question-là, comme si vous étiez un athlète olympique, avec la même structuration. Et surtout, on part de la problématique de dire, un athlète qui arrive à s'entraîner correctement, il faut qu'il comprenne ce qu'il fait. Donc c'est extrêmement, on éduque les gens pour que à la fin du monitoring qui dure environ 1h30, s'ils soient presque tous des docteurs en physiologie et des experts de l'entraînement en appliquant la maxime connais-toi toi-même, parce que ça évite de faire des bêtises. Donc ça, c'est pour notre service sport. Notre deuxième service, c'est la santé. Donc typiquement, si je demande dans l'assemblée qui a souffert de problèmes de dos ou qui s'est fait une entorse de la cheville, là non plus, je me mouille pas trop parce que je sais que 85% des gens vont expérimenter dans leur vie un trouble tel que je viens de l'évoquer. Et donc le chemin traditionnel, c'est je me suis fait une entorse, je vais voir mon médecin. Mon médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il dit « Oh là là, mais tu as un bel œdème, tu sais quoi, tu vas attendre qu'il se résorbe et puis tu vas aller me faire une radio, une écho, une IRM éventuellement. » Une fois qu'on a fait ça, direction le kiné. Le kiné, il fait tout son travail. Et puis arrive un moment, au bout de la 10e séance, parce que vous avez un super kiné, il a fixé votre problème de cheville, vous allez lui poser la question « Quand est-ce que je peux retourner courir ?» Et là, grand flou artistique, le meilleur outil. Voilà, on renifle un peu, on sent. Écoute, tu y vas. Tu vois ce que ça donne, tu y vas mollo, et puis petit à petit, quand tu te sens mieux, tu accélères un peu. Sauf que qui ici est capable de respecter ça quand ça fait 2 mois que tu as été inactif et que d'un coup on te dit « Ok, tu peux reprendre tes baskets ». C'est juste impossible de se mettre des barrières, c'est pas possible. Donc quand on vient chez nous, c'est exactement le même process, sauf que quand arrive la question « Est-ce que je peux retourner faire de l'activité et à quelle intensité je peux la faire ?» Hop, bouge pas. Tu vas aller dans le labo, clac. On va te mettre des capteurs, on va analyser par exemple certains paramètres autour de ta cheville. Maintenant, et on en arrive petit à petit à la donnée, on a des bases de données qui sont conséquentes sur des athlètes de très très haut niveau, dans tout un tas de sports, sur des gens malades, sur des gens d'un certain âge, et donc on est capable de faire une cartographie de la performance fonctionnelle de la cheville pour que quelqu'un qui vient chez nous, on lui donne un voyant vert, orange, rouge sur l'état de santé fonctionnel de sa cheville. Comme ça, il sait exactement ce qui se passe. Et surtout aussi du membre qui n'est pas lésé. Parce que de temps en temps, quand on se fait une entorse quelque part, qu'est-ce qu'on fait? On compense sur l'autre membre et c'est souvent l'autre membre qui pète après parce qu'il est sursollicité. Donc là, on peut mettre des voyants pour faciliter la rééducation ou la réathlétisation, c'est-à-dire ce qui arrive tout en fin de rééducation. Troisième élément, qui est la partie cachée de l'iceberg. Si par exemple vous allez nous regarder sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet, c'est l'industrie. Vous allez dire, mais quel est le rapport avec l'industrie? Encore une fois, c'est l'homme. C'est pareil, je pense que si dans la salle, je demande qui ici a une smartwatch, je suis à peu près sûr qu'il y a la moitié de l'auditoire, ou au moins un tiers de l'auditoire qui va avoir une smartwatch. Smartwatch, c'est la mesure de la fréquence cardiaque directement. Et d'ailleurs, je viens de voir la dernière pub de la dernière iWatch, sans faire de pub. Ils partent en disant, cette montre donne l'heure, et après, tout l'ensemble de la pub est tourné autour du fait qu'elle va t'accompagner dans ton entraînement, qu'elle va te faire un ECG, qu'elle va te faire un électrocardiogramme, qu'elle va te faire, elle va mesurer ton nombre de pas, etc. Donc elle est là pour t'accompagner dans ton mouvement. Mais avant de faire ça, il faut être sûr que le capteur qu'il y a dedans il est fiable. Sinon, on donne des informations qui sont erronées.
au consommateur final. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On a besoin de le tester. Ah, c'est là qu'on intervient. On est le premier laboratoire d'études des interactions homme-technologie sur l'homme en conditions écologiques, en conditions réelles, l'usage final. Et ça, quand j'ai eu cette idée-là, c'était l'objet de ma thèse, et je ne me rendais pas compte, parce qu'à l'époque j'étais quand même un bon farfelu, du coup je ne me rendais pas compte forcément de l'intérêt que ça pourrait prendre, parce que quand on se place 10 ou 12 ans en arrière, quand j'étais qu'un étudiant qui avait vraiment cette volonté farouche de faire le lien entre la performance du produit, l'homme, et le lien qu'il peut y avoir entre les deux, et les nuisances aussi potentielles qu'il peut y avoir entre les deux, il n'y avait pas forcément de débouché économique. D'ailleurs on en parlait tout à l'heure en aparté quand on était pendant le repas, mais finalement un laboratoire privé, mais comment vous faites pour financer un laboratoire privé? Ça coûte super cher un laboratoire privé. Moi je pose plutôt la question inverse, je dis mais en fait pourquoi on n'arrive pas à financer l'activité de recherche quoi? Parce que c'est le moteur de notre structure en fait. La recherche c'est ce qui nous permet non seulement de proposer des nouveaux services dans mon département sport et dans mon département santé, qui vont me permettre de collecter de la data, ça y est on y arrive. Et comme je collecte de la data, je vais pouvoir répondre encore mieux aux problématiques des industriels qui viennent me voir parce qu'ils ont créé une chaussure, parce qu'ils ont créé une montre, parce qu'ils ont créé un siège automobile, parce qu'ils ont créé un cockpit d'hélicoptère de combat, parce qu'ils ont créé tout un tas de choses. Bref, à partir du moment où il y a l'homme qui interagit avec son environnement sur un modèle que j'ai pu étudier au travers des 2 autres départements, je peux y trouver des solutions parce que j'ai des bases de données dessus. Voilà ce qui m'a conduit à créer une entreprise qui, donc on a créé il y a 8 ans, et qui maintenant, on est entre 40 et on grandit vite, donc on est entre 40 et 50 salariés là. Et donc on est assez content de cette croissance. Donc pour vous parler de la donnée et rentrer un peu plus dans le vif du sujet, qu'est-ce qui a fait qu'on a grandi si vite? Bien sûr, c'est que le B2C, donc le grand public, est intéressé par ce qu'on fait de plus en plus. Au début, les gens ne comprenaient pas ce qu'on faisait. Mais maintenant, quand on commence à proposer aux personnes de dire « mais la fin de ta rééducation, on va l'individualiser, mon kiné, au lieu de te mettre sur une table avec des électrodes ou au lieu de te donner un truc en disant « va sur cette machine, tu fais 10 répétitions et puis ça ira mieux », là, il y a une vraie individualisation en fonction de la fin de la rééducation. Donc cette activité de santé, elle grandit de plus en plus. L'activité de diagnostic santé grandit de plus en plus aussi parce que si on a le choix entre récupérer son articulation de façon fonctionnelle et limiter le risque de récidive, ou bien être dans un schéma traditionnel qui est avec des thérapeutes qui sont très très bons, mais qui malgré tout n'est pas individualisé, où on risque d'augmenter le risque de récidive, et forcément les gens ils préfèrent venir dans les centres comme les nôtres. Et puis dans la partie sport, pareil, les athlètes maintenant de plus en plus, et on en est tous friands, on voit bien une des applications qui se développe énormément, c'est Strava. Strava c'est quoi? Ce n'est que de la comparaison de performance, qu'on soit amateur ou sportif professionnel, donc les gens ils traquent leurs données, ils traquent leurs performances, et nous c'est notre métier depuis des années, on était les premiers à le faire. Donc forcément, les gens ils viennent nous voir de plus en plus dans ce domaine-là. Et puis, ce qui m'amène à avoir une très forte croissance, c'est effectivement le laboratoire de recherche appliqué à l'industrie, parce qu'on s'est aperçu, en fait, et quand j'ai créé la boîte, et c'est comme ça qu'on en a discuté avec Nicolas, c'était de dire, en fait, quand j'ai créé cette boîte-là, moi j'étais un passionné. Je me disais juste, j'ai un problème avec un de mes joueurs, j'aimerais bien le répondre et de façon objective. Parce que l'idée de la création de la boîte, elle est venue du fait que mon joueur jouait en Coupe Davis à l'époque, Feu Coupe Davis, parce que vous savez, le modèle, pour ceux qui jouent au tennis, le modèle vient de changer. Et donc, avant la demi-finale de Coupe Davis, je me retrouve à une table à Roland-Garros avec Guy Forget et tout le staff, dont mon joueur, et on allait partir sur la tournée américaine, et il avait un stage à faire. Bref, et ce joueur-là, je le connaissais bien, puisque je passais quand même une grande partie de mon temps de l'année avec lui quand j'étais pas dans le labo à faire mes sujets d'études. Et je dis à Guy, écoute Guy, franchement, Arnaud, il va falloir le mettre un peu au repos, quoi, parce que ça va pas, il y a la tournée américaine qui arrive, il a des points à défendre, bref, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Et là, on rentre dans une espèce de discussion qui est lunaire pour moi, avec le préparateur physique qui était en place de l'époque, qui dit non, pour moi, il est en forme, il peut faire ça. Mais non, moi je te dis qu'il n'est pas en forme. Si, je te dis qu'il est en forme, il peut faire. Bon, on rentre dans une espèce de joute qui est à qui va pisser le plus loin, pour être un peu vulgaire. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi on ne se sert pas de ce qu'on fait dans la science qui nous permet d'objectiver en fait les paramètres physiques pour structurer l'entraînement des athlètes? Voilà comment est née l'idée en fait de créer ce laboratoire appliqué au sport. Bref, tout ça pour dire que depuis ça a beaucoup grandi et que en fait ce modèle de fonctionnement a beaucoup intéressé les industriels. Où au début, moi j'avais pas en fait forcément réfléchi plus loin que ça. Je voulais juste répondre aux athlètes qui venaient chez nous et aux gens qui avaient des problèmes de santé pour essayer de les accompagner le mieux possible dans la structuration de leur rééducation pour pas qu'ils se cassent une cheville tous les 3 mois dès que ça va mieux. Et puis en fait, petit à petit, on s'est aperçu qu'à force de travailler avec des industriels, et notamment il y a 7 ans,
avec... je suis bon, je suis dans le timing, je parle beaucoup, hein, c'est bon. Et notamment il y a 7 ans, un industriel qui a dans l'absolu pas grand-chose à voir avec le schmilblick, qui est un industriel de l'automobile, qui est plutôt un équipementier. Donc un équipementier, il fournit les pièces qu'on peut trouver dans l'ensemble des voitures qui à l'heure actuelle, qui s'appelle le groupe Faurecia, qui est une très belle structure française, franco-allemande même. Et du coup, cette structure-là me dit, fait un appel d'offres en passant par un laboratoire universitaire où il y a un de mes amis qui travaillait et qui demande comment on peut quantifier la notion de confort pour que ça soit objectif. Parce qu'on est tous d'accord ici que le confort, c'est totalement subjectif. Il y en a qui peuvent... Et dans cette notion de confort subjectif, il y a plusieurs notions. Il y a ce qu'on appelle la partie posturale, c'est-à-dire qu'il y en a, ils se sentent bien quand ils sont assis comme ça. Il y en a d'autres, ils se sentent bien quand ils sont assis comme ça. Et ainsi de suite. Et après, il y a le confort thermique, il y a le confort auditif. Bref, il y a tout un tas de facteurs en fait qui viennent. C'est une coalition de contraintes qui viennent faire que quand tu es dans ton automobile et que tu poses tes fesses dans ta voiture, tu vas te sentir bien dans ton siège ou pas bien dans ton siège. Et que, en plus, ce qui rend la chose difficile, c'est que c'est un continuum qui évolue avec le temps. Parce que quand on conduit 2 heures, on le voit bien, on a tous vécu ce truc-là. D'un coup, j'ai pas mal au dos. J'ai un peu des fourmis dans les jambes, etc. Tout ça, ça influence notre notion de confort. Donc, un siège qu'on pouvait percevoir comme extrêmement confortable, finalement, au bout d'1 heure, ça se trouve, il ne l'est plus du tout. Et inversement. Donc, on est rentré en fait dans cette problématique-là. On a gagné parce que mon ami là dans le laboratoire, là, qui était directeur de recherche, me dit c'est des sujets qui sont trop casse-gueule. Nous, on n'y va pas. Franchement, si tu veux le faire, fais-le et réponds à l'appel d'offres à notre place. Bon, si tu veux, nous, on y va. On est une petite boîte, on va y aller. Hein. Bref, on a gagné l'appel d'offres mondial. On était assez contents. Ce client, on l'a aidé à définir cette notion de confort. Nous, on y est allé un peu à brûle-pourpoint et à apporter un nouveau regard sur cette notion-là. Et puis, petit à petit, on a collecté de la data. Cette data, elle nous a permis de créer quelque chose que j'ai compris il n'y a pas longtemps, hein, ça date d'il y a 1 an, qui avait une valeur. En fait, on a créé la première signature objective du confort. C'est-à-dire que si vous me donnez les points de mesure et quand je vous mets dans une voiture, je peux régler le siège à votre place beaucoup mieux que si vous le faisiez vous. C'est certain. Donc ça, forcément, ça intéresse l'industrie automobile. On est de plus en plus dans la smart quelque chose, donc le smart car dans la voiture qui arrive de demain. Et tout ça pour dire que ça nous a conduit à travailler après sur le confort thermique. Donc par exemple, s'il y a 2 personnes dans la même voiture, et ça nous est tous arrivé, de chamailler en disant tu peux mettre un peu plus fort, non mais mets un peu moins fort, non mais balance un peu plus d'air quand même, non mais mets-en un peu moins, moi je vais choper mal à la gorge, etc., etc. Pourtant, dans l'habitacle, il fait à peu près la même température, même si maintenant il y a une espèce de différenciation entre zone droite et jambe gauche en ce qui concerne le chauffage. Malgré tout, il n'est pas cloisonné l'habitacle. Donc à peu de choses près, on est dans la même situation. Et pourtant, les gens se sentent inconfortables. Donc pareil, si on est capable d'individualiser la notion de confort et d'y répondre individuellement sans enquiquiner le voisin d'à côté, c'est un truc énorme. Donc ce qui nous a conduit il y a 2 ans, à ce que ce groupe-là dise... En fait, vous savez, ce que vous avez développé là, ça nous intéresse vachement. Pourquoi on ne le mettrait pas dans les voitures de demain? Pourquoi on ne créerait pas des sièges intelligents qui sont capables de s'adapter en fait à la morphologie des gens et à l'état des gens pendant qu'ils conduisent, 1. Et 2, en même temps, si on peut arriver à réguler un peu cette notion de confort thermique qui est un vrai bazar dans le domaine de l'automobile, ça nous intéresserait. Et du coup, ils nous ont confié un des plus gros projets de l'industrie française dans le domaine de l'automobile qui s'appelle le cockpit du futur, qui en gros pensait les voitures dans 5 ans. Qu'est-ce qu'il y aura dans la voiture dans 5 ans? Voilà. Et donc, on a commencé à travailler avec eux là-dedans, grâce encore une fois à la donnée qu'on a collectée, aux algorithmes qu'on a créés qui sont prédictifs. Au début, nous, on le faisait juste en tant que scientifique pour arriver finalement à répondre à la question d'un industriel. Et puis maintenant, on arrive dans quelque chose qui est carrément une industrialisation massive, avec tout ce qui touche à la protection de la donnée. On en a parlé un petit peu tout à l'heure pendant le repas, où en tant que chef d'entreprise d'une start-up qui devient une PME, on découvre ce truc-là parce qu'un gros groupe industriel qui fait appel à vous, forcément, il est en plein là-dedans, il est très organisé, sauf que nous, on est une entreprise à forte croissance. On a à peine le temps d'arriver à structurer notre facturation, comment on arrive à structurer la capitalisation de la donnée. Et donc, on est rentré là-dedans, dans ce phénomène-là, il y a 1 an, avec si on voulait poursuivre en fait, notre marché grandissant dans le domaine de l'automobile, et maintenant, c'est en train de se généraliser dans d'autres secteurs d'activité, il fallait qu'on se structure en termes de protection de la donnée. Et ça a été un des grands sujets de mon année là, en cours. Et la dernière chose que je peux vous dire autour de la donnée, c'est que, fort de ce savoir-faire-là, etc., on en arrive à du co-branding, c'est-à-dire qu'on développe des produits avec des industriels et on touche des licences d'exploitation parce qu'on a mis des briques technologiques dans ces produits. Donc le co-branding, par définition, c'est intéressant pour nous, notamment sur du long terme, parce qu'on est une toute petite boîte. Eux, c'est une machine de guerre monstrueuse. Quand ils commencent à vendre des sièges à Audi ou à BMW, c'est des marchés incroyables.
Et donc, nous, là-dedans, il fallait bien qu'on arrive à se dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on va toucher là-dessus? C'est quoi la part du gâteau, en fait? C'est quoi la bonne part du gâteau? À partir de quel moment, moi, petite PME aixoise, face à un gros groupe international, je me considère satisfait de ce que je leur ai donné, en fait. Enfin, donné, qu'ils ont acheté à un prix dérisoire à l'époque, et qui maintenant, sur lesquels ils vont capitaliser. Comment je peux faire ça? Donc, en fait, ce qui s'est passé pour nous, on a eu de la chance, parce que, on en parlait en aparté tout à l'heure, hein, quand on marchait. Associé à ça, le groupe avec lequel on travaille, c'est plutôt faire, parce qu'ils se disent, bon, cette petite boîte-là, elle grandit à vitesse assez rapide, il y a de plus en plus de clients qui vont l'avoir, on a intérêt quand même à garder les briques technologiques pour nous. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont accompagné dans ma croissance. Pour m'accompagner dans ma croissance, ils ont fait un truc génial. Ils ont dit, tu sais quoi, on va investir chez toi. Pourquoi on ne travaillerait pas vraiment ensemble? Maintenant, finalement, ça fait quelques années qu'on est fiancés, ça fait 7 ans qu'on travaille ensemble, on est un de tes plus vieux clients, on commence à avoir des enfants ensemble, il faut qu'on se marie. C'est ça la suite logique. C'est une petite histoire, mais c'est comme ça que ça s'est fait la chose. Parce que quand j'ai parlé avec le grand patron du groupe, il me disait, mais pourquoi on pourrait se rapprocher? Et c'était un peu l'image que je lui ai donnée. Je lui ai dit, moi j'ai l'impression qu'on est fiancés depuis des années, on commence à avoir des enfants. Bah, moi je suis quelqu'un peut-être un petit peu archaïque, mais j'aime bien être marié quand j'ai des enfants. Donc du coup, bon, les structures se sont rapprochées. Bref, et tout ça pour dire que depuis maintenant 2 ans, on est une des plus belles réussites d'entreprises françaises de moins de 10 ans, grâce à cette valorisation qu'on a eue. Et pourquoi on a réussi à avoir une si jolie valorisation? C'est aussi parce que on a réussi à capitaliser sur la donnée qu'on avait. Parce que ce qui intéresse le groupe industriel, à la base, quand on en a parlé, on se disait, le secteur sport, ça ne va pas les intéresser. Ils en ont, franchement... Ils s'en foutent d'avoir des joueurs ou des pilotes de Formule 1 qui viennent chez nous, sauf pour l'image à la rigueur, mais voilà. La santé, encore moins, mais finalement non, parce que vous verrez, sans trahir de secret industriel, la voiture de demain, la promesse qu'on va vous faire, et on sera à Las Vegas là pour présenter les premiers produits, on a commencé l'an dernier, on continue l'histoire cette année, la promesse que vous feront les industriels du monde automobile demain, c'est, je la pense en anglais, pardon, c'est que vous allez mieux vous sentir à la fin de votre trajet. En gros, vous allez rentrer dans la voiture dans un certain état. Par exemple, vous nous écoutez, vous en avez un peu marre, vous êtes somnolent ou fatigué, vous allez rentrer dans votre voiture, vous allez avoir des systèmes qui vont vous permettre d'optimiser votre vigilance pour pas que vous ayez un accident. Ce genre de brique technologique sortira d'une petite entreprise aixoise, aixoiso-parisienne maintenant depuis une semaine. Et donc voilà comment on a réussi à valoriser l'ensemble du savoir scientifique qu'on a transformé en savoir industriel, en produit, et puis sur lequel on a capitalisé sur la base de la data. Et je terminerai sur une petite chose, ça c'est mon petit coup, un peu ma petite hystérie actuelle. J'aime bien, je suis quelqu'un qui m'énerve assez vite quand il y a des trucs qui me rendent complètement fou, et notamment de plus en plus d'outils sortent qui ont une interaction avec l'homme. De plus en plus d'outils disent, mais utilise cet objet, c'est bon pour toi. Il y a 0 validation dessus, mais 0, c'est du marketing à outrance. Et là, j'ai lu des trucs récemment, par exemple, qui sont censés améliorer par le biais des ondes, je ne vais pas rentrer dans les détails neurophysiologiques, mais bref, qui sont censés améliorer votre sommeil parce que vous mettez un espèce de casque avant d'aller vous coucher, etc. Mais il y a 0 preuve scientifique là-dessus, quoi. Et ça ne les empêche pas de balancer des objets sur le marché et malgré tout de pondre des produits, alors soi-disant intelligents, qui s'appuient sur des algorithmes qui sont prédictifs, mais ils n'ont même pas été mesurés sur l'homme en conditions écologiques de fonctionnement. Comment la conception de l'algorithme, il va pouvoir être suffisamment précis pour individualiser, par exemple, l'intensité du signal à chacun. Il faut se poser ces questions-là, je trouve, dans cette ère où il y a de plus en plus de produits intelligents. Comment ils ont été construits, les modèles d'algorithmes et les modèles d'intelligence artificielle. C'est bien de faire du big data, mais pas tout le monde a la puissance de feu d'un Google ou d'un Facebook et qui est capable d'engranger des datas de partout dans tous les pays du monde, au même moment, de les synchroniser, de les fusionner, et pour essayer d'arriver à peu près à comprendre ce que ça veut dire. À notre petite échelle, on pense, et les groupes avec lesquels on travaille pensent, que c'est plus intelligent de partir de la qualification d'un phénomène physique, en le mesurant sur l'homme. Comme ça, on a une signature, alors c'est plus compliqué à faire, mais une fois qu'on a la signature, après c'est plus facile d'aller chercher cette signature chez les gens pour la renforcer et pour être sûr qu'au moins elle va s'appliquer à chacun d'entre nous, parce que quand on est grand, quand on est petit, quand on est caucasien, quand on est africain, le corps humain ne répond pas tout à fait de la même façon. Il y a des adaptations à faire, donc pondre un outil ultime qui va s'adapter à chacun, franchement c'est très compliqué. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur la donnée et la capitalisation de la donnée. Je suis parti un peu dans tous les sens, mais bon, voilà.
Merci beaucoup Jean-Bernard. Je pense que c'était vraiment important qu'après tout ce qu'on avait dit ce matin, on recommence cet après-midi avec une vision très pratique et très concrète de ce que c'est. Et je pense qu'il y a une chose sur laquelle moi je voudrais juste insister en complément, c'est qu'en fait tout ce que tu fais, ce n'est possible que depuis très peu de temps. Parce que les technologies, les algorithmes et les outils technologiques, qu'ils soient matériels ou logiciels, qui permettent de le faire, n'existent que depuis très peu de temps. Et de mon point de vue, ça appartient aussi de l'actualité du sujet. Oui, complètement. En fait. C'est assez juste. En fait, effectivement, c'est aussi ce qui fait que d'ailleurs on a de la chance, on se développe grâce à ça. Hein. Mais c'est que la métronomie sur l'homme, la mesure sur l'homme, les capteurs qui sont susceptibles de renseigner sur le modèle humain, ils ont tous été miniaturisés. Avant, quand on voulait recueillir la fréquence cardiaque, on était obligé de mettre une ceinture. Maintenant, on peut l'avoir au poignet, même avec des dispositifs qu'on met dans les oreilles. C'est-à-dire que, et pourtant, certains dispositifs ne sont pas très précis, mais maintenant, notamment l'iWatch, je ne fais pas de la pub pour cette montre, mais parce qu'on vient de l'évaluer, elle est quand même très précise au regard de la mesure de la fréquence cardiaque. Les premiers modèles, c'était une vraie farce. Mais là, par contre, ça marche très bien. Et c'est vrai que maintenant, c'est accessible pour tout le monde. Donc, on est dans l'air du temps. Merci beaucoup.